Salut l'équipe, Bill Russell, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, George Gervin et tant d'autres joueurs mythiques que je n'ai jamais vu jouer, mais dont je connais pourtant les exploits par cœur. Car aimer la NBA, c'est aussi maîtriser son histoire et ses légendes. Apprendre, connaître toutes ses carrières, ses prouesses, ses échecs même, ça ne tombe pas du ciel comme un 3 points de Steph Curry. Comme à l'école, il faut toujours un bon prof, et moi, comme beaucoup d'autres de ma génération, nous avons eu un très bon professeur. Quand pour la première fois de ma vie, j'ai regardé un match NBA à la télé, j'ai d'abord été frappé par un sport ultra spectaculaire pratiqué par des athlètes fantastiques. Mais j'ai aussi été frappé par une voix unique, reconnaissable parmi mille, avec un accent américain qui me donnait l'impression de vivre l'expérience NBA encore plus intensément. Si j'ai gardé la culture et toutes les anecdotes, j'ai dû en revanche faire l'impasse sur l'accent ricain. You know what I'm saying. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le culot ou bien même les connaissances de le battre au quiz, mais peu importe. Il est celui qui m'a montré comment regarder la NBA et surtout comment la comprendre. Et 30 ans, après l'avoir entendu pour la première fois au micro de Canal+, Georges Eddy est l'invité du First Day Show. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Le First Day Show, vous le savez, c'est avant tout une émission pour recevoir des invités. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvel invité. Tu es d'accord Thomas avec ça? Absolument, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu ce plaisir. On aime beaucoup ceux qui viennent d'habitude, mais on tourne depuis un petit moment beaucoup avec les mêmes. Alors il se peut que cette émission soit jordanesque ou qu'elle se passe en haute latitude, comme il adore à dire. Georges Eddy est notre invité. Georges, bienvenue dans le plateau du First Day Show. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. En plus, c'est un peu la relève que j'ai en face de moi et je suis ravi de partager avec vous. Tu nous avais dit ça déjà à l'Euro, parce que c'était ton dernier match avec l'équipe de France. On était venu te dire, profite de ton dernier match, merci pour tout. Tu nous as dit, de toute façon, c'est vous la relève. Ça nous avait un peu touché. Hein. Ouais, c'est vrai, absolument. On a grandi avec toi et avec ta voix, Georges. Donc, ça fait 6 ans qu'on fait cette émission. C'était le bon moment cette année pour te recevoir et parler basket. Oui, en ce moment, je reçois beaucoup d'honneurs. Ça doit être au moins ma 4e retraite annoncée, là. Donc, j'accumule les honneurs en ce moment. Mais t'es pas complètement à la retraite. Non, pas du tout. Je tiens à dire que je vais rester encore 2 ans sur Canal+ Afrique à commenter la NBA. Et j'espère terminer ma carrière sur les Jeux Olympiques, peut-être à la radio avec Europe 1, qui fait partie maintenant du groupe Canal+. Très bien, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont grandi et donc on en fait partie avec ta voix. Mais on va revenir sur ton parcours un petit peu tout à l'heure. Avant de se lancer dans l'émission, comme d'habitude, quelques petites annonces. Vous savez, on est jeudi. Le jeudi, c'est le First Day Show et le jeudi, c'est aussi brut de 22h à 23h. On se retrouve pour un React NBA. On reviendra évidemment, mais sur le débat de la semaine qui est l'évolution du jeu depuis 40 ans. Et forcément, on va profiter de Georges pour parler de cette évolution du jeu qui a énormément changé. Et on sera avec vous sur l'application brute de 22h à 23h pour parler justement de l'évolution du jeu, pour qu'on ait les plus jeunes ou les moins jeunes pour voir si ce grand virage de 40 ans vous plaît, les grands changements notamment de la Ligue. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein. Ouais, absolument. Le but, c'est de se poser comme toujours. Hein. Pendant 1 heure sur l'application brute avec vous, vous nous appelez, vous téléchargez l'application, vous nous appelez, puis ensuite on discute, il y a des aficionados, mais on est prêt aussi à faire passer de nouvelles têtes et de nouvelles voix à l'antenne. Vous le savez, la NBA, ça se regarde à la télé, mais ça se vit aussi sur place. Et avec Sport Travel, on vous propose de venir encore avec nous en voyage cette année. Ça sera à New York et à Philadelphie. Ça sera à cheval sur mars. Non, c'est fin mars. Fin mars, exactement. Donc New York et Philadelphie avec la First Team pour aller voir notamment un match de Luka Doncic face à Joel Embiid. Vous avez vu les dates. Il y aura un X-Rockets aussi. Et voilà, venez avec nous. Une belle semaine de NBA à New York à vivre du 25 au 30 mars avec Hôtel Hampton Inn et une fan expérience. On vous en dit pas plus, mais voilà, allez sur le site de Sport Travel pour aller vivre la NBA en live. Georges, la NBA, ça se vit aussi dans des salles. Hein. Oui, d'abord dans les salles, mais tous les baskets, même un match français ou international, c'est beaucoup plus passionnant d'être tout près des acteurs. C'est pour ça le Eurobasket que nous avons vécu ensemble. Être si près du terrain pour voir Doncic, Antetokounmpo et Jokic, c'est une belle expérience. On fera jamais mieux de toute façon que dans les salles pour sentir l'atmosphère, le jeu. Ça donne beaucoup de billes aussi quand on suit la NBA de loin ou le basket même. Dès que tu te retrouves dans une salle, tu as l'impression
d'avoir plein de choses à raconter après. Ouais, absolument. Et puis, on ne cessera de dire que la NBA et les observateurs de la NBA ont progressé, et les fans aussi, en allant aux États-Unis pour aller regarder les échauffements, pour aller regarder les comportements des joueurs et en voyant leurs superstars être sur le terrain. C'est aussi une manière de trouver une nouvelle accroche avec certains d'entre eux. Donc, on vous conseille vraiment, si vous êtes chaud, fin mars, de venir avec nous et d'aller voir l'affrontement entre Joel Embiid et Luka Doncic. Rendez-vous sur le site de Sport US Travel. Alors, on va se lancer dans le sommaire, Tom. J'ai pas vu si on avait le sommaire aujourd'hui, mais normalement, on doit l'avoir. On va voir, comme d'habitude, des news. Avec le finish de folie donc à Salt Lake City. Kawhi et Paul George de retour. Et les Knicks qui continuent de mettre des mecs sur le banc. Ils vont finir la saison à 4, hein, j'ai l'impression. Le débat sur l'évolution du jeu, la palette autour de Bol Bol. Et donc, le quiz avec George, forcément. Ça va me faire quelque chose de faire un quiz histoire avec toi, contre toi, Georges. Maintenant, on va pouvoir se plonger dans les news, un peu plus d'actu NBA. Fin de match de folie hier soir à Salt Lake City où le Jazz a réussi à s'imposer dans une fin de match incroyable. On pensait le match terminé, mais jamais rien n'est terminé en basket. Et on a vu Utah les s'imposer et créer une nouvelle fois la surprise, puisque le Jazz fait un super début de saison en allant gagner dans une drôle de fin de match avec des drôles d'attitudes, Thomas. Ouais, absolument. Alors là, vous regardez les images derrière nous. Le petit résumé là commence avec cette échauffourée entre Kuminga et Jordan Clarkson. Ce qui est incroyable, c'est que les Warriors vont perdre ce match avec l'expérience que l'on connaît, avec des stars sur le terrain. Steve Curry ne jouait pas, mais Klay Thompson va perdre une balle hyper importante. Puis Jordan Poole, sur la dernière action, va lui aussi se faire chipper la balle, alors qu'on voit Malik Beasley mettre une grosse filoche. C'était l'occasion pour les Warriors de revenir à hauteur du Jazz, et le Jazz, avec un accoutrement des années 90 de Karl Malone et John Stockton, eh bien, vont faire une énorme perf. Fin de match exceptionnel. On conseille à tout le monde d'aller sur le League Pass et de regarder ce match de bout en bout. Curieux, Georges, hein, cette fin de match pour le champion en titre, même sans Steph Curry. Oui, mais moi je souligne le niveau de Utah. Tout le monde destinait cette équipe à faire du tanking, à perdre exprès tous ces matchs en début de saison. Et les joueurs ont dit non, nous on est des basketteurs pros et notre job c'est gagner les matchs et en plus jouer un beau basket ensemble parce que alors c'est 5 out, shoot à 3 points, à tir Larry-Go, même Lauri Markkanen, le Finlandais de 7 pieds, met dedans à 3 points, il fait un début de saison fantastique à l'image de son équipe. Bon, ils ont eu peut-être une petite période plus faible récemment, mais globalement, et c'est pas la seule équipe. Oklahoma City fait la même chose. Portland, des équipes qui étaient normalement vouées à faire du tanking, perdent exprès pour aller chercher Victor Wembanyama. Ils essaient de bien jouer au basket. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match hier. Et j'adore cette attitude de ne pas se laisser avoir par ce piège du tanking et surtout respecter les fans qui payent leur place en essayant de gagner chaque match, et notamment à la maison. Beaucoup de crédit au coach Will Hardy qui les fait bien jouer ensemble. Et c'est ce qu'on s'était dit plus tôt dans la saison. Georges, on te rejoint sur le fait que quand on prend le roster du Jazz, ils n'ont pas un roster pour tanker. Ils ont des joueurs revanchards, ils ont des joueurs d'expérience. À un moment donné, on est là aussi pour... On est des professionnels et on est là pour respecter le jeu. Et encore une fois, ils l'ont démontré hier soir avec cette belle victoire face aux Warriors. Ça sera peut-être l'occasion de ces quatre de se refaire une palette sur une fin de match très mal gérée par les Warriors. Quand on est dans les toutes fins de match, on ne va pas dans les coins pour subir les prises à deux. Hein, on libère la balle, on donne de l'air au jeu, sinon on se met un peu dans la mouise. On fera la vidéo avec Thompson et Jordan Poole. Ouais, exactement, bien sûr. Les deux fois se font avoir. On va à ce côté Clippers. On reste en Californie, même si le match avait lieu dans l'Utah, avec le retour de Kawhi Leonard et de Paul George. Mais on va surtout s'intéresser à Kawhi Leonard. George, tu as regardé le retour de Kawhi et son game winner face à Orlando, même si ça s'est un peu plus mal passé. Face à Hornets, ça s'est un peu plus mal passé face à Orlando. Oui, mais bon, j'ai vraiment des doutes. Hein. J'espère que Kawhi va retrouver un bon niveau, mais cet enchaînement de blessures, ce load management... Tout ça me fait vraiment craindre que sa carrière est en danger quelque part. Paul George s'est guère mieux. Il a beaucoup manqué de matchs la saison passée. Bon, que Kawhi soit de retour, là il fait des petits matchs. Il va essayer de remonter la pente progressivement et c'est normal. Parce qu'à la limite, le plus important, c'est d'être en forme pour les playoffs. Est-ce que lui et Paul George vont être en bonne santé pour les playoffs? C'est la grande question. Bon, je suis content de voir qu'il soit de retour. Je suis content de voir Batum titulaire. Très bien en ce moment.
Donc tout ça, c'est bien, mais très honnêtement, je crois que jusque-là, on peut dire que l'arrivée de Kawhi et Paul George est plutôt un échec. C'est un début d'échec. Ça manque de vécu collectif, en fait, tout ça. On se souvient de cette finale de conf, mais ils avaient fini clairement sur la jante et sans Kawhi. Mais aujourd'hui, ils sont de retour, certes, Paul George et Kawhi, mais Thomas, on a surtout besoin que cette équipe, elle ait un vrai vécu collectif pour espérer quelque chose en play-off. Oui, absolument. Le retour de Kawhi et Paul George, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils doivent jouer des matchs ensemble. Cette équipe doit jouer des matchs. Ils ont fait un gros recrutement ces dernières années. Ils ont un énorme effectif, beaucoup de profondeur, beaucoup de dispositifs et des rotations qui peuvent changer d'un match à l'autre. Ils peuvent s'adapter à beaucoup de choses. Mais si les stars ne sont pas sur le terrain, eh bien la hiérarchie d'équipe sera toujours un petit peu bancale. Donc là, c'est une bonne nouvelle de voir le retour des deux stars. Il y a quand même une défaite derrière. Hier à Orlando, alors qu'ils mènent de 20 points en première mi-temps. Et Orlando clairement le match. 9 défaites d'affilée. 9 défaites d'affilée et ils dominaient complètement le match. Donc c'est bien la preuve qu'une équipe qui a de grandes ambitions doit prendre le temps de jouer ensemble et de trouver cette fameuse hiérarchie et surtout cette alchimie d'équipe. Au-delà de la hiérarchie, c'est l'alchimie d'équipe. Il y en a un qui pense comme toi. Ouais. C'est Paul Harrer, Ah oui. qui réale derrière, mais qui hier était dans Clutch sur Winamax avec Rémi Reverchon et moi, et qui dit ça. De toute façon, c'est mathématique. Quand tu as Paul George et Kawhi sur le terrain, tout de suite, l'équation, elle devient quand même compliquée à résoudre pour l'équipe adverse, quelles que soient les armes défensives que cette équipe a. Donc forcément, vu le style de jeu des Clippers, qui est quand même un jeu très basé sur la perf individuelle, l'isolation et le 1 contre 1, avoir ces joueurs capables de faire ça, les deux en même temps, pour pouvoir justement profiter d'un défenseur peut-être un peu moins bon sur l'un ou sur l'autre, c'est du tout bon pour les Clippers. De toute façon, vu leur style de jeu, leur seul moyen d'espérer des résultats, ce que je te disais tout à l'heure, Rémi, c'est que les deux soient sur le terrain. Ils n'y arriveront à rien si les deux ne sont pas sur le terrain. Clutch tous les mercredis de 19h à 18h. Il y en a 18h à 19h. de 18h à 19h. Sinon, c'est plus sinon, c'est très compliqué. Ou alors, il faut avoir une DeLorean, mais Oui, on l'a pas encore. En tout cas, il y a 3 mecs qui pourront regarder Clutch le mercredi de 18h à 19h. C'est Evan Fournier, c'est Derrick Rose et c'est Cam Reddish, puisqu'on sait malheureusement que Evan Fournier a été aussi mis sur le banc. Mais c'est désormais le cas de Derrick Rose et de Cam Reddish. Georges, Tom Thibodeau, en ce moment, il est en train de raccourcir sa rotation et on n'est pas en play-off. Hein. Franchement, j'en peux plus de Tom Thibodeau. Là. Merci, Je Georges. n'en peux plus. Déjà, le jour où j'ai arrêté de respecter ce coach, c'est quand il a renvoyé Joakim Noah sur le terrain après avoir fait une horrible entorse de la cheville et on voyait qu'il était sur une jambe. Mais Thibodeau l'a quand même renvoyé sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait les Jeux Olympiques de 2012, parce qu'il a mal soigné cette entorse par la suite. Et donc, il n'a pas pu participer aux Jeux de 2012. C'était le rêve de sa vie de faire ça. Donc, Thibodeau, c'est old school. Et je pense que son basket ne correspond plus du tout au basket d'aujourd'hui. Et la manière dont il traite déjà Derrick Rose, pourtant c'était depuis très longtemps son chouchou. Là, il exclut. Alors Fournier, je ne sais pas ce que Fournier lui a fait pour mériter un tel traitement. C'est une bonne question. Il a juste battu le record pour le plus de shoots à 3 points dans une saison pour un Knick dans l'histoire de la franchise. Pourtant, il a fait plutôt une bonne saison. En plus, en acceptant de changer totalement sa façon de jouer par rapport à Orlando. Donc il fait tout ça pour essayer de plaire à Thibodeau. Et maintenant, Thibodeau a l'air de mettre sur le dos de Evan le début de saison un peu médiocre, tandis qu'en réalité, même si Julius Randle fait un grand match hier soir, globalement, il est archi surpayé. Il a fait une grosse saison, un trop gros contrat qu'il a du mal à assumer. Et maintenant, ses performances sont en dents de scie à l'image de l'équipe. Moi, je me demande si Thibodeau n'est pas quand même en danger, même si c'est son ancien agent, Leon Rose, qui décide son avenir aux Knicks, mais il y aura peut-être un moment, c'est un peu le même dilemme pour Tony Parker par rapport à son frère. Si ça perd trop, il va y avoir un moment où il sera obligé de l'évincer. Je ne le souhaite surtout pas parce que j'apprécie beaucoup TJ. Mais disons que Thibodeau, par rapport à Rose et par rapport aux résultats des Knicks, c'est un peu le même cas. Et là, honnêtement, là, il veut faire jouer des joueurs qu'on ne connaît même pas. On voit leur nom, on dit « Ah oui, il jouait aux Knicks, lui. C'est qui ce mec-là »
Parce que, bon, c'est des mecs plus jeunes qui défendent avec la bave aux lèvres, et très bien. Mais dans le basket d'aujourd'hui, il faut savoir mettre dedans à 3 points. C'est encore plus important que d'avoir la meilleure défense du monde, quoi. On a l'impression que Thibodeau, de toute façon, sa formule, c'est toujours la même, hein, Tom. On a l'impression qu'il a toujours besoin d'avoir des joueurs, c'est tout ou rien. Ou il a des joueurs qu'il n'aime pas et il les fait pas jouer, et le reste, c'est des joueurs qu'il fait jouer. C'est des joueurs c'est des joueurs qu'il a, comme Derrick Rose à Chicago, et l'époque de Chicago, les Liu Holding, ils étaient prêts à mourir pour lui. Noah, il a joué avec une cheville comme ça, mais on sait ce que ça leur a coûté à tous derrière. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il envoie Quentin Grimes, qui est un jeune, qui veut prendre sa chance, il croit beaucoup en Thibodeau, et tous les mecs qui sont pas complètement à fond dans la philosophie Thibodeau, ben il y a pas de juste milieu, c'est banquette. Non, mais ce qui est terrible en fait, c'est qu'on est sur deux choses différentes. D'abord, le bilan des Knicks n'est pas si terrible que ça. Ils sont à 12-13. Pas qu'ils aient des ambitions d'être au titre. C'est pas hyper brillant non plus. C'est pas brillant, tout à fait. Mais avec l'effectif qu'ils ont, d'être à l'équilibre, disons que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a ce point de vue-là, et puis il y a le point de vue des hommes et de la gestion des hommes. Entre l'année dernière, Kemba Walker, qu'on recrute, qu'on fait jouer, qu'on enlève, qu'on remet, il est joueur de la semaine, machin, truc. Finalement, on le cut parce qu'on compte pas sur lui. D'accord, cette année, rebelote. Evan, tu en parlais tout à l'heure, bonne saison l'année dernière. Finalement, il est plus dans l'effectif. Remplacé par Cam Reddish dans le 5 majeur, en disant bon, il a du potentiel, il a du talent, on va le faire jouer. Il a été bon. Et puis finalement, une semaine plus tard, sur le côté. Pourquoi il joue plus mais on ne comprend rien. D'ailleurs, il est dans les rumeurs de transfert, il a dit moi je veux pas rester ici, je veux me barrer. Il a bien raison. Et ça marche aussi. Il y a un package, les Knicks sont proposés Fournier, Quickley et Cam Reddish. L'un des deux. Fournier avec Emmanuel Quickley ou Cam Reddish pour Caris Levert du côté des Cavs. Il a parlé quand même, Tom Thibodeau, il a essayé de donner une explication, même si on n'est pas très convaincu. On est passé à une rotation à 9 joueurs pour avoir un meilleur rythme. Le plus dur, c'est de prendre la décision de qui sont les 9. Il y a des gars qui méritent d'y être. On a l'impression quand même, Georges, qu'il est complètement perdu et que de mettre des joueurs sur le côté, de les faire jouer, de les remettre sur le côté, on a quand même l'impression qu'il est en train de perdre complètement le contrôle de cette franchise. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Vous avez cité Kemba Walker. Bon, il a eu des problèmes de genoux, je veux bien, mais la manière où il a détruit la carrière de Kemba Walker et il est en train de détruire la réputation des 3 joueurs qui sont évincés, franchement, c'est destructeur et je ne suis pas certain que c'est la meilleure manière de préparer l'avenir d'une franchise légendaire. Et quand on voit tous les jeunes coachs qui arrivent, on parlait de Will Hardy, on parlait de Chris Finch, Willie Green, bien sûr. Green, tout ça. En fait, quand on voit tous ces jeunes coachs qui ont une vraie patte sur le jeu et comment les jeunes joueurs arrivent à s'éclater avec eux, on a quand même l'impression que Tom Thibodeau, bravo pour tout ce que tu as fait. Voilà, il est temps de prendre sa retraite. Et une vraie retraite, pas une retraite à la Georges Eddy, hein, une vraie retraite. Voilà, on a fait le tour des news. On va, comme d'habitude, rentrer dans le débat. Et on va parler de l'évolution du jeu depuis 40 ans. Forcément, on a Georges. Il a tout vu. Georges, tu es journaliste, tu traites la NBA depuis 1985, on est en 2022, donc quoi de mieux que de t'avoir pour parler, Thomas, justement, de l'évolution de la NBA qui a énormément changé. J'aimerais commencer avec cette question simple. Quel regard tu as sur la NBA d'aujourd'hui ? Je souligne que je suis la NBA depuis 60 ans. Hein. J'ai dû voir mon premier match entre l'âge de 6 à 8 ans, donc on va dire 58 ans. Donc ce n'est pas uniquement mes 40 ans de carrière de journaliste. Moi j'ai vu les duels entre Wilt Chamberlain et Bill Russell sur une télé en noir et blanc. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est là où j'ai découvert cette passion pour la NBA. Tu dois être la seule personne en France à avoir suivi à la télévision un duel entre Wilt Chamberlain et Bill Russell. Et donc, l'évolution est très intéressante parce qu'à la limite, on peut regarder un peu décennie par décennie comment le jeu a changé. Parce que dans les années 60, fin des années 50, 60, ça ne défendait presque pas. Après, vous avez l'arrivée de Bill Russell qui change complètement la NBA en montrant que c'est avec la meilleure défense que vous gagnez le plus de titres. 11 titres en 13 saisons. Donc, les gens, ils ont un peu
parce qu'avant, ça shootait très vite. Il y avait énormément de possessions, énormément de shoots et des pourcentages très faibles, des gros scores parce qu'on shootait beaucoup et on défendait pas, mais pas des bons pourcentages. Donc après, on arrive, on va dire, vers un basket un peu plus équilibré, avec plus de défense, on va dire, avec les Bad Boys, Riley et les Knicks, Miami Heat. Donc, là, mais j'ai pas aimé. C'était un basket presque comme du foot américain. Il fallait avoir des joueurs lourds, musclés, qui donnaient des coups, qui intimidaient, les Jordan Rules pour casser Jordan. Mais quelle horreur! Casser le plus beau joueur de tous les temps quand il est en l'air et de redescendre comme un oiseau par terre. J'ai détesté tout ça. Mais bon, c'était le basket des années 90. C'était même le cas dans le basket international. Les matchs entre l'équipe grecque et l'équipe turque, le score final 48-45. Belle partie de Mayoche, ouais. C'est ça. Donc après, le grand moment pour la NBA, c'est 2004 quand ils changent les règles et on ne peut plus faire du hand-checking. Et surtout, ils redonnent un vrai rôle aux petits. Aux petits. Et dans la même évolution, il y a l'importance du shoot à 3 points. Donc maintenant, les joueurs les plus importants, c'est des Curry, des Trae Young. Ce sont des petits joueurs qui sont pas très musclés, mais qui sont hyper adroits, hyper techniques et hyper rapides. La vitesse d'exécution est plus importante que la force physique. Et moi, j'ai dit tant mieux. Parce que les gens disent, oui, c'était beaucoup plus physique dans les années 90. Maintenant, c'est soft, la NBA. Ça, c'est du pipeau de dire ça. La NBA est beaucoup plus athlétique qu'à n'importe quelle autre époque, avec les progrès scientifiques dans la préparation physique, musculation, nutrition et tout ça. Les joueurs, c'est pour ça qu'il y a tant de blessés, parce que ça joue 10 fois plus vite qu'avant. Les joueurs sont tous des avions de chasse athlétiques, et c'est pour ça les blessures sont plus graves, et on tombe de plus haut. Vous voyez? Donc voilà, maintenant l'évolution, on arrive aux 3 points à l'outrance. Quand c'est fait par Golden State avec leur magnifique jeu collectif où tout le monde bouge, je dis bravo. Quand c'est des mauvaises équipes qui shootent n'importe comment à 3 points, ça devient anti-spectacle et c'est pas beau du tout. Mais bon, là ça explique, on va dire, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, comment le jeu a changé et a eu des périodes tout à fait différentes. Thomas, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est on va voir tout à l'heure l'influence de certains joueurs qui ont changé le jeu. Mais j'aimerais bien aussi qu'on se pose la question sur les joueurs individuellement. Les joueurs aujourd'hui semblent plus forts, les joueurs de rotation notamment. Ouais, disons que le joueur moyen a énormément progressé. C'est vrai que si on se base à l'âge d'or de la NBA, disons les années 90 en termes médiatiques, il y avait beaucoup de rôles dans les équipes, c'est toujours le cas. Donc vous aviez les stars bien sûr, les joueurs de complément, les défenseurs qui ne pouvaient pas mettre un panier, les shooters extérieurs qui ne pouvaient pas faire autre chose. On peut penser à Steve Kerr par exemple, qui était un pur shooter. Ou Dennis Scott. Mais Steve Kerr, c'est le meilleur exemple. Est-ce que Steve Kerr aurait pu jouer dans la NBA d'aujourd'hui? On peut se poser la question, c'est pas sûr du tout. Oui, mais quand même, avec son 3 points... Il a la meilleure moyenne de tous les temps, il est au-dessus des 45%. On n'allait pas le laisser tout seul. Voilà, exactement. Mais en tout cas... il aurait eu plus de ballons. Oui, plus de ballons. En fait, ce serait un All-Star aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que la question, c'est est-ce que le joueur moyen d'aujourd'hui n'a-t-il pas tout... Enfin, il est aussi bon que maintenant. Disons qu'on l'a jamais vu aussi fort. Plus complet. Regarde, ça s'explique. Plus polyvalent. Regarde ce tableau qui est archi intéressant, préparé par Tom Serravino. C'est les bancs sont bien plus prolifiques. C'est-à-dire que en 92-93, regarde, les bancs, c'était 15,1 points par match. C'est ridicule. Aujourd'hui, on est à 34. Et on voit l'importance dans les 5-6 derniers champions NBA qu'il y a eu. Les bancs ont toujours eu une importance incroyable. Sur les 10 dernières années, même, on peut dire. Mais c'est aussi parce que les titulaires jouent moins. Les titulaires, les grandes stars, dans les années 60, 70, 80, ils jouaient 35 à 40 minutes par match. Parce que ça allait moins vite. Parce qu'on pouvait tenir la distance sur une saison de 82 matchs. Maintenant, ça va trop vite, c'est trop physique, c'est trop athlétique. Donc, load management. Et on sait qu'il faut que les joueurs soient surtout en bonne santé pour les playoffs. Donc, on fait jouer beaucoup plus les bancs que par le passé. Et je suis d'accord, les joueurs qui sortent du banc sont plus forts et plus polyvalents. Ça, c'est l'autre truc. Le shoot à 3 points a beaucoup changé. Mais maintenant, il faut qu'un pivot soit droit à 3 points, qui puisse jouer loin du panier. Donc, en fait, il faut des joueurs interchangeables à tous les postes. L'attaque moderne d'aujourd'hui, c'est 5 joueurs à l'extérieur de la ligne à 3 points, y compris le pivot.
C'est ce qu'on voit très souvent. Personnellement, j'aime bien ce jeu parce que j'ai toujours apprécié le shoot à 3 points. Mais je répète, quand c'est bien fait, si c'est pour balancer des balles n'importe comment, comme des équipes faibles comme Houston, par exemple, ou parfois Orlando, avec des mauvais choix, c'est pas beau à voir. Le tir à 3 points, c'est souvent une réponse de lorsque tu es dominé dans un match, tu n'arrives plus à driver, à battre ton adversaire. T'as tendance, c'est sûr, à tirer avec On a rarement vu des équipes dominées aller mettre des lay-ups et provoquer des fautes. En général, quand on est dominé, on est sur le reculoir et qu'est-ce qu'on fait? On shoot, on prend des tirs casse-croûte derrière l'arc. C'est souvent la réponse des équipes dominées. Par rapport aux joueurs moyens, il y a quelque chose qui est évident, c'est le travail individuel qui s'est énormément développé au fil du temps. Il y a bien sûr le travail physique, donc prendre soin de son corps, aller à la musculation, ne pas trop en faire, bien sûr. $1,5 million pour ça par an. Et Carmelo Anthony a dit un truc très intéressant, il disait pour durer dans la ligue, il faut perdre 1 kilo par an en vieillissant. À partir de 32-33 ans, il faut perdre 1 kilo par an. Super intéressant. On voit l'évolution de LeBron, par exemple. Il aurait pu nous le dire avant. On aurait peut-être pu suivre 1 kilo par an, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit l'évolution de LeBron, qui, lorsqu'il était à Miami, était vraiment bodybuildé et qui s'est affiné avec le temps. Carmelo Anthony s'est affiné avec le temps. Il y a des joueurs aussi dans ce type-là qu'on ne voit plus. Anthony Mason, Charles Oakley, c'est Kevin Duckworth. Vous vous souvenez de ça à l'époque? Bien sûr. On voit plus ces joueurs qui étaient des monstres physiques. Des joueurs de foot US, c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Qui étaient des bons basketteurs, attention. Mais ces espèces d'athlètes, de mecs qui étaient massifs, on en voit. Karl Malone, hein? Karl Malone, on en voit plus. Et pourquoi ces joueurs massifs? Parce que le jeu se passait que dans la raquette. Si on regarde les matchs des années 80, on voit, on fait 10 joueurs dans la peinture. Parce qu'en plus, on shootait presque pas à 3 points, on shootait très peu à 3 points. Donc, si tout le monde joue dans la raquette, c'est l'équipe qui a le plus de muscles et le plus de poids et le plus de largeur qui va prendre le plus de territoire. C'était ça l'idée de Pat Riley. Et on voyait des meneurs, dans ces années-là, annoncer des systèmes à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et surtout des défenseurs, et les défenseurs qui reculent 2 mètres derrière en disant vas-y, tire. Mais en fait, personne n'y pensait. Mais ça vient aussi, le changement physiologique vient avec l'évolution du jeu. C'est-à-dire que pour courir, pour enchaîner, vaut mieux être fin, vaut mieux avoir des articulations légères, vaut mieux être comme un oiseau, comme quelqu'un de léger, plutôt que d'être un gros costaud qui, au bout d'un moment, tu vas taper dans tes genoux. Le meilleur exemple en ce moment, c'est Zion. Zion ne pourra pas durer s'il ne maigrit pas, s'il ne s'affine pas. Il va continuer à taper dans ses chevilles et dans ses genoux et il va se blesser souvent. Compris parce que là, il a perdu un peu de poids. Il est plus en forme cette saison. Et il va continuer, je pense, en vieillissant, il va faire l'inverse de Jordan ou de D-Wade, par exemple, qui arrive plutôt fin et prennent du poids. Lui, a priori, devrait s'affiner avec le temps, sinon il ne pourra pas durer. Et Doncic, Jokic et Embiid doivent faire la même chose. Jokic l'a déjà fait. Un peu affiné. Sa transformation. Oui. Mais alors Luka surtout, ils ont arrêté le fast-food et le coca. Hein. C'est surtout ça. Et après, ils ont eu des entraînements individuels plus poussés et plus intelligents. Et tu vois, dans le truc aussi individuel, il y a aussi la technique. On a parlé du physique, c'est normal. Mais est-ce qu'avant, lorsque tu étais jeune basketteur, on apprenait aux grands de dribbler, de faire des choses autres que être proche du cercle? C'est avec le temps que c'est arrivé, ça. Bien sûr, bien sûr. Quand j'étais pro, les pivots, ils restaient sous le panier et il ne fallait surtout pas qu'ils s'écartent. Et ils avaient leurs petits mouvements, les bras roulés, des choses comme ça. D'ailleurs, les pivots m'adoraient parce que j'étais celui qui servait le mieux de pivot parce que j'espérais qu'il avait pris à deux et il me ressortait des bons ballons pour shooter. Ça, c'est les meilleurs tirs, ça, les retours de passe. Les retours de passe, on les connaît. T'es face au panier, t'as juste à lever le bras. On les connaît, ceux-là. J'aimerais, Georges, qu'on aille sur le tir à 3 points, qui a été la grande révolution de ces 10 dernières années en NBA. L'exemple parfait, c'est les Warriors, mais on a aussi vu des équipes, tu l'as dit, faire n'importe quoi dans ce tir à 3 points. On se souvient les Rockets de James Harden se vendanger complètement avec cette obsession du tir à 3 points. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné que cette obsession du tir extérieur amène le jeu sur quelque chose où on perd toute la forme, le sens tactique, le QI du jeu? Oui, quand j'ai vu des mauvais matchs avec des équipes qui pratiquaient ce jeu-là, oui. Mais il y a quand même un constant que je vois dans la NBA depuis 55 ans, c'est que on va toujours aller vers le jeu qui gagne. Donc, on avait peur que le small ball devienne permanent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les Lakers gagnent leur titre en jouant tall ball avec LeBron et AD et JaVale McGee et Dwight Howard.
Voilà. Et après, il y a d'autres équipes. Bon, là, on a Minnesota qui essaie de faire la même chose. Donc, en fait, il y aura toujours... Cleveland. Les Bucks. Les Bucks, Bien Oui, sûr. oui, les Bucks, ils ont Les gagné Bucks. le titre avec du tall ball aussi. Donc, en fait, rien n'est permanent. Il y a une évolution qui continue. Et par rapport aux 3 points, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les tirs à 3 points bien choisis. Pour moi, le basket, c'est vraiment les bons choix le plus important. Et on sait que, par exemple, dans le coin, la ligne est moins loin déjà du panier, donc il y a plus de chances de réussir. Donc tout le monde cherche les shoots dans le coin à 3 points. Donc je pense qu'il y aura une meilleure utilisation quand les équipes vont comprendre ce qui est le plus efficace. Parce que par rapport aux joueurs polyvalents, en fait, ce qu'on demande aujourd'hui aux joueurs qui sont sur le terrain, c'est de prendre des bonnes décisions à chaque fois qu'il y a une action et donc une adaptation de la défense. On va demander à avoir un maximum de joueurs intelligents. Pour moi, la grosse différence avec les années 80-90, c'est que sur le terrain, on a beaucoup plus de joueurs intelligents. Le joueur moyen est beaucoup plus intelligent. Lorsqu'on va prendre un pivot... Il y a plus de lecture possible, d'options. Oui, mais il y a et toujours... moins de systèmes. Voilà, moins mais de système. Tout est Pat des... Riley, je peux te dire que c'est... C'était Et Popovic, fin des années 90, début 2000, c'est pas le sport basketball. C'est tu mets la balle là, tu la mets pas là, merci, viens t'asseoir. Mais tu vois, Phil Jackson, par exemple, a amené ça, mine de rien, avec le triangle, et l'adaptation permanente de ce que donne la défense. Si on est côté fort, voilà ce qu'on va faire. Si on envoie la balle là-bas, il faut que tu coupes. Voilà, c'est une adaptation permanente. Mais donc, pour s'adapter, il faut que tous les joueurs soient dans une alchimie, mais soient très intelligents. Ça, c'est un truc, franchement, qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire que ton 8e, 9e, 10e, 11e homme va continuer à faire les bons choix, même sur un temps de jeu plutôt court et peu de ballons dans les mains. Et tout le monde fait le même système maintenant. C'est le 8 à l'extérieur, 8 fixe, main à la main. Et dès Un peu que de flex, un peu de flex aussi, des situations un peu flex. Oui, non, mais il reste encore des relents des anciens systèmes. Mais globalement, c'est très au large, main à la main, et dès que tu vois l'ouverture, tu pénètres parce qu'il n'y a plus d'aide sous le panier. Tout le monde est à l'extérieur, tu vois. Donc, quand on voit le basket d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours le même système, mais en réalité, c'est un autre jeu. C'est ce que vous avez dit, c'est la lecture, c'est-à-dire tout est en fonction de la lecture par rapport aux adaptations défensives. Donc, c'est un jeu, c'est pas du tout improvisé, c'est plus une question de lecture et de spontanéité, mais c'est fini le système hyper complexe avec 25 écrans, comme on a vu. Et surtout, tu n'en sors pas du système. Et du coup, cette évolution où tous les joueurs sur le terrain doivent amener de la lecture, j'ai envie de vous poser une question sur toi qui as été meneur de jeu. C'est sur le rôle des meneurs de jeu qui a évolué. On a l'impression que les meneurs de jeu des années 90, début 2000, on n'en trouve plus trop vraiment par rapport à aujourd'hui qui sont plus des meneurs combo. Même Steph Curry est un meneur finalement combo. 100%. Les Mark Price, les Terrell Brandon, tout ça de l'époque des années 90. Voilà, c'est d'abord des scoreurs. D'abord les scoreurs. Curry, Trae Young. Damien Lillard. En fait, on peut tous les citer. Aaron Fox. En fait, c'est Chris Paul qui a fait la transition Oui, parce tout à fait. qu'il a fait une très longue carrière. Donc, il était un peu meneur scoreur, mais il pouvait aussi faire des matchs où il mettait que 8 points et il faisait gagner en donnant 20 passes décisives. Donc, c'est un peu le meneur qui fait la transition entre les meneurs qui étaient d'abord des passeurs créateurs et maintenant, un meneur doit absolument être un scoreur et mettre dedans à 3 points. Parce qu'il y a, regardez la NBA d'aujourd'hui, il y a très peu de meneurs qui ne sont pas à droit à 3 points. Ça n'existe presque pas. Et, de Les toute rondos, manière, il n'y a plus de Rajon Rondo, par exemple. il y a C'est ça, plus de c'est ça. Rajon Rondo. Remets le tableau, Tom, s'il te plaît. intéressant. J'aimerais que tu le prennes, Tom. Oui, absolument. C'est la différence de moyenne de points et de passes sur les meneurs titulaires lors de la saison 92-93. Différence donc, à comparaison avec les meneurs d'aujourd'hui. C'était à 30 ans tout pile. On a mis John Stockton, bien sûr, en avant. 14,8 points, 7,2 passes. Donc, c'est la moyenne des 27 meneurs starters en 92-93. Aujourd'hui, les meneurs marquent presque 19 points, font un peu de moins de passes. Après, ça s'explique par une chose très simple, et c'est Evan Fournier qui nous l'avait dit l'année dernière. Il disait, mais moi, j'ai jamais joué avec un meneur créateur comme on l'entend en Europe. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des joueur, quel qu'il soit, par la polyvalence et tout ça, scoreur est capable de punir l'adversaire, de gagner des duels, donc de gagner des 1 contre 1, de mettre les tirs ouverts. On n'a plus besoin d'avoir ce meneur qui va prendre la balle, un peu comme ce que fait Luka, quelque part, mais prendre la balle et créer tout le temps pour les autres. Le but, c'est qu'il y ait différentes entrées, différents endroits pour que les joueurs marquent et qu'en fait, la création, ce soit une affaire collective et plus l'affaire d'un seul joueur. Plus en première intention aussi. C'est vrai. Dès que vous êtes ouvert au début de la contre-attaque, vous avez le
le droit de shooter, comme Curry ou Damian Lillard, par exemple. Donc maintenant, ils ont le feu vert, parce que ce que les coachs craignent le plus, c'est que la défense soit revenue et qui vous bloque le jeu sur demi-terrain. Donc maintenant, dès que vous êtes ouvert en transition, même chez les Spurs, à l'époque Ginobili, Parker, vers la fin de l'époque Tim Duncan, qui avait tous les ballons à l'intérieur, eux, ils prenaient des tirs même en première intention à 3 points. Donc même Popovich a pu évoluer vers ce jeu-là. Il y a une autre évolution dont on a forcément envie de parler, c'est l'ouverture au monde de la NBA, au monde et à l'Europe. Aujourd'hui, on voit quand même, ça fait 4 ans d'affilée, il me semble, que, oui, c'est ça, 2 Antetokounmpo, 2 de Jokic. C'est des Européens qui sont MVP. On voit Luka Doncic là, qui est énorme. L'évolution, Georges, depuis des années, notamment avant les premiers Européens que j'ai connus, c'était Marchulonis, c'était Petrovic qui avait alors Petrovic avait un vrai rôle au net, mais c'était déjà Strempf, voilà, mais c'était des rôles des joueurs de devoir, mais qui pour nous en Europe c'était des monstres de pouvoir jouer NBA. Divac, aujourd'hui, les Européens sont des franchise players. Et en même temps, on pourrait même dire que c'est un peu le retour de l'importance du joueur blanc. Parce qu'il faut savoir, dans les années 70, la NBA était entre 90 et 95% de joueurs de couleur. Et avec maintenant un quart de la NBA qui est non américain, donc beaucoup d'Européens, mais un peu d'Amérique du Sud, là, vous avez à nouveau des joueurs blancs qui sont dominateurs et qui sont essentiels. Jokic, Doncic, ce sont des MVP en puissance, des franchise players, des meilleurs marqueurs de la ligue. Bon, après, on a aussi Antetokounmpo, l'athlète sublime, à côté. Mais bon, j'aime bien cette richesse où il y a de différents styles de basket, de différentes parties du monde. Et ça ne fait qu'améliorer l'ensemble du jeu NBA. Elle est peut-être là la plus grande évolution finalement de la NBA depuis 60 piges. C'est finalement qui était vraiment un truc un peu entre eux, la NBA, les Américains, et aujourd'hui finalement d'être allé prendre toutes les richesses du basket mondial. Ouais, David Stern a réussi cet exploit. Je pense à Yao Ming aujourd'hui, le basket asiatique qui commence à représenter aussi, Watanabe, Honnête. On pense au basket africain avec 2 joueurs dans le 5 du All-Star Game, 2 joueurs camerounais il y a 2 ans. Donc bien sûr Siakam et Embiid. Oui, bien sûr que c'est ça la plus grande richesse parce que l'évolution du jeu va avec l'évolution du monde. Et le monde n'a jamais été aussi ouvert aux échanges. Et quand on voit le basket aujourd'hui et la réduction de l'écart entre les meilleurs joueurs américains et les meilleures équipes européennes ou mondiales, dépassement, voire sur certains trucs joueurs européens par rapport aux Américains. C'est clair, tu as raison de dire que c'est la plus grande franchise, la plus grande évolution, et puis c'est aussi le meilleur moyen pour nous qui ne sommes pas américains de nous identifier à des nouvelles stars. On a grandi avec le fantasme du rêve américain, etc., etc. Maintenant, on est tous un petit peu revenus, mais on a d'autres icônes qui viennent et qui dominent chez l'oncle Sam. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'il y a une grande évolution au sein de la NBA. Et même des coachs. Bien sûr, bien sûr. Messina, pendant des années, assistant de Popovich. Popovich était toujours très ouvert sur le basket européen et international. Hein. Ça a toujours été un peu son dada. Scariolo, il était quand même l'assistant pour l'équipe de Toronto. Bien sûr, des Raptors. Et Nick Nurse, c'est quand même un coach formé à l'européenne. Donc tout ça ajoute de la richesse aussi. On pourrait citer Mike D'Antoni aussi. Bien sûr, Mike D'Antoni. Il avait coaché Londres. Les London Lions. Ouais, je l'avais vu ça. Belgique aussi. Et un parcours incroyable. Et c'est un des coachs le plus inventifs. C'est lui qui a fait revenir le triangle 2, le boîte plus 1, les changements entre zone et homme à homme, comme on voit souvent en Europe. Ça, c'est vrai que Freddy Fotoux fait beaucoup ça. Aussi. Il change beaucoup. Les zones presse, il fait des trucs qu'on voit plus trop, les zones presse, des boîtes et tout ça. Freddy, il aime bien faire ça aussi. C'est bien de voir au plus haut niveau possible et le plus haut niveau médiatique tout ce qu'on a toujours connu nous en tant que basketteurs, donc des changements de défense, des attaques différentes, les fameuses boîtes qu'on voit dans les grandes compétitions internationales. On a vu là à l'Eurobasket l'Espagne gagner grâce à des boîtes, grâce à des box and one, etc. Le basket est tellement tactique, a tellement de choses à proposer. C'est bien qu'en NBA, où c'est le plus difficile de mettre en place au vu de l'avantage des attaquants, eh bien de voir ces choses-là et de voir grâce à ces outils-là des équipes qui gagnent. Ça me fait penser à quelque chose. Pardon, Georges, tu voulais dire? J'allais dire que le fait que
par exemple, en 2004, l'Argentine bat les Américains pour être champion olympique. Ça ouvre les yeux aux Américains. Parce que je me souviens très bien, j'ai couvert ces Jeux, bien sûr, et moi, je posais des questions très rentre-dedans à Larry Brown, qui m'a pris de haut, qui m'a dédaigné dans les conférences de presse. Il y avait même des journalistes très connus qui voulaient venir me taper sur la gueule après la conférence de presse pour me dire « Mais tu te prends pour qui à chatouiller le grand coach Larry Brown comme ça ?» Parce que je disais, par exemple, Jaskevicius, il devait avoir sa place dans la NBA. Larry Brown n'était pas d'accord. Il dit « Il n'est pas assez athlétique, blablabla. » Attends, le mec, il a mis 32 points face à Team USA. Il les a écrasés. On avait quand même toutes les stars NBA dans Team USA, Iverson et compagnie. Donc, franchement, le fait que le Team USA a commencé à perdre des matchs, notamment la Coupe du Monde au Japon, ça a ouvert les yeux à Mike Krzyzewski en premier, et ça a ouvert les yeux, je pense, à tous on va dire, les spécialistes américains qui croyaient qu'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on pouvait bien jouer au basket. Et c'est vrai, ce qu'on voit, cette ouverture au monde aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois quasiment dans toutes les équipes, il y a des défenses match-up. En ce moment, les Lakers refont une petite match-up avec Anthony Davis au milieu. On voit plein d'équipes qui font des zones match-up. Rick Carlisle face au Heat en 2011, il fait sa zone match-up où le Heat se casse les dents dedans. Tout à fait. Il y a beaucoup aussi de coachs qui vont... On savait que la NBA, c'était pas le droit à la zone de rester sous la raquette, c'est toujours le cas, mais on est un peu plus large là-dessus. Les gens sont plus intelligents. C'était tout de suite de l'homme, le duel. Et maintenant, il y a de la match-up. Et on a vu des équipes gagner des titres comme ça. Tu ne peux pas faire une zone match-up avec la règle des 3 secondes défensives si tes défenseurs ne sont pas très intelligents. On en revient à cette évolution de chacun des joueurs. Qui aurait pu imaginer qu'un joueur comme Brook Lopez, attaquant, honnête, purement attaquant, bon contreur par la taille, devienne 10 ans plus tard un joueur si intelligent défensivement pour pas faire de faute, pour venir en aide, pour être capable d'aider sur une pénétration là, mais en fait d'aller contrer son pivot derrière lui. Voilà, c'est l'évolution des joueurs. Je dis pas que les joueurs dans les années 80-90 n'étaient pas intelligents. Bien sûr que si. Non, mais ils étaient dans un carré. Voilà, et et surtout, pas. L'information, elle est décuplée aujourd'hui. En tant que jeune basketteur, on voit tellement plus de matchs, on joue tellement différemment au basket, on entend tellement de discours différents que forcément, eh bien, les joueurs de basket sont plus intelligents sur le terrain. Georges, comment tu vois, pour finir sur ce débat passionnant, comment tu vois la suite de la NBA? Comment tu vois son développement? Est-ce qu'il y aura une ligne à 4 points? Non, Je plaisante. Je plaisante. En fait, l'avenir, c'est Victor Wembanyama. Et c'est ce que LeBron a dit, Curry l'a dit, Antetokounmpo l'a dit. Antetokounmpo dit en 2045, tout le monde va jouer comme Victor Wembanyama, un joueur de 2,20 m qui shoot à 3 points. Bon, je ne pense pas qu'il y aura suffisamment de joueurs de 2,24 m qui savent jouer comme Victor. L'avenir, c'est lui, mais il faut plein d'autres joueurs quand même. Tu connais au moins un deuxième. Oui, mais disons que cette évolution vers le pivot qui sait tout faire, qui peut shooter à 3 points, comme Bol, donc comme Victor Wembanyama. Tu nous vends la suite de l'émission, Georges. Oui, je sais. Non, mais de toute manière... Donc, en fait, si je vais un peu plus loin, c'est que l'évolution, c'est qu'il n'y aurait plus de postes quasiment. C'est que tout le monde soit capable de faire presque tout. C'est déjà le cas. Avec Draymond Green. C'est déjà le cas, mais ça va de plus en plus dans ce sens-là. Oui. Tout à fait. Tout le monde doit pouvoir shooter à 3 points. Ça va être la base. Et puis, tout le monde doit savoir tout faire. Bon, très bien. On verra si, en fait, la question c'est, on verra si Victor sera comme le Shaq. Quelque chose d'unique aussi donnerait une tendance. Parce que le Shaq, mine de rien, est une anomalie totale de la NBA où on n'a pas de réponse. Et on n'a jamais vu quelqu'un comme le Shaq. On pourrait le comparer peut-être à Yanis, à la rigueur. Mais voilà, est-ce que ce sera une évolution de la NBA, peut-être, ou est-ce qu'on aura juste un mutant là au milieu? Je pense qu'il y a beaucoup de Wembanyama, notamment en Afrique. Oui, c'est possible. Et comme ils sont plus forts maintenant pour aider les infrastructures en Afrique, pour faire monter les joueurs et pour les faire découvrir plus jeunes, je pense que Antetokounmpo, c'est un peu la même chose que Wembanyama. La taille d'un pivot qui, contre tout défenseur de l'année, qui sait plus ou moins tout faire. Je dis pas que toute la NBA va être des Victor Wembanyama, parce que déjà, les joueurs de cette taille, c'est rare. Mais je pense que ça va aussi, dans ce sens-là. Moi, il y a la taille, mais il y a le talent, hein, pour le coup, pour le voir quand même, parce que c'est bien beau de faire 2,20, mais bon, il faut faire ce qu'il fait quand même. Hein. J'ai l'impression. Il y a déjà Porzingis en NBA. C'est vrai qu'il y en a déjà. On peut en citer quelques-uns. On verra en tout cas, on sera là pour suivre la NBA encore très très longtemps. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas là. Georges l'a dit, il a parlé de Bol et il a parlé de Victor Wembanyama, ça tombe bien parce que c'est la palette à Toto de la semaine.
Ces dernières semaines, beaucoup d'articles US ont popé pour nous parler de Bol Bol et de sa bonne saison du côté du Magic d'Orlando. C'est vrai qu'il fait une bonne saison, Bol Bol, depuis qu'il a quitté les Nuggets. On lui donne du temps de jeu. Et il y a même des gens, et finalement, ils n'ont peut-être pas si tort, qui le comparent à Victor Wembanyama. Et du coup, on s'est dit, l'occasion rêvée de faire une palette pour voir un petit peu les éventuelles similitudes qu'il peut y avoir entre ces deux joueurs très longs et qui font beaucoup de choses. Commençons par les similitudes physiques. Regardons ce tableau ensemble pour comparer un petit peu les deux profils. On va regarder ça avant d'aller sur le jeu. La taille d'abord. Alors Bol Bol est beaucoup plus petit que Victor. Il fait 2m18. 2m18. L'envergure, 2m31 pour Bol Bol, 2m44 pour Victor. C'est complètement dingue. À peu près le même poids. On verra l'évolution de Victor là-dessus. Et l'âge, ils ont 5 ans d'écart. Donc on a un joueur de NBA depuis plusieurs années et donc Victor qu'on ne présente plus. Première action, on va en mettre 6 pour que vous regardiez pourquoi tout le monde pense à Bol Bol en regardant à Victor et inversement. Une action très simple, un pick and roll où il sera poseur d'écran. Bol Bol va venir là. Bol Manu de Bol, bah oui, un peu comme son père. Action à l'ancienne, un pick and roll sur la transition, sur une action arrêtée. Il va derrière dive, aller directement dans la raquette. La petite passe de Paolo Banchero qui a tout vu. Là, c'est une défense, j'ai envie de dire, Georges, plutôt tranquille, des calmes sur cette action. On va la jouer comme ça. Inexistante. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, une action d'abord simple d'un pivot qu'on a toujours vu, Georges. Un pivot qui fait un pic, qui va dans la raquette, à qui on fait la passe. Ça, c'est le b.a.-ba du basket. Oui, mais la clé, c'est le passeur. Et c'est ça qui manque à Victor Wembanyama depuis le début de sa carrière en France. Il n'a pas des coéquipiers qui savent lui faire la passe lobée. C'était le même problème pour Yao Ming avec la sélection chinoise. Aucun Chinois a compris que quand un petit se met devant Yao Ming, il faut lober la balle au-dessus, vers le cercle et laisser le grand aller le chercher. Là, par contre, la passe est parfaite. On l'a vu. On embrasse Tremont Waiters, du coup. Ouais, Tremont Waiters, qui est sur un autre profil. Le meneur ça fait des penser à la Coupe du Monde de chez les filles. Il y avait une très grande chinoise, j'ai oublié son nom. On l'a trouvé très très bien contre l'équipe de France notamment. Voilà. C'est une petite parenthèse. Deuxième action de notre ami Bol Bol. On va rester en attaque. Et là, ça va être le dribbling de fond. Parce que les similitudes, en fait, commencent à partir de là. Un grand qui fait un pic qui va dans la raquette, tout le monde peut le faire, entre guillemets. En revanche, un grand qui joue à 3 points, qui donc permet d'avoir du spacing à Franz Wagner sur la pénétration là-bas, et qui va pouvoir ensuite, sur la réception du ballon dans le corner, avec son défenseur là, qu'on voit donner pas mal d'aide, bien sûr, tac. On y va tout de suite. La passe. Ce qui va être incroyable, c'est qu'un joueur de cette taille, normalement, n'est pas capable de dribbler, n'est pas capable de driver. Aussi vite, quoi. Aussi vite. Bol Bol va faire dribble croisé, 2 dribbles et le dunk. Voilà, on commence à rentrer dans les similitudes entre Victor et Bol Bol. Voilà pour cette deuxième action. On va aller sur la troisième action maintenant, s'il vous plaît, en régie, en toute tranquillité, sur la création et le tir extérieur. Puisque là, le N1, 3 points plus N1 parce que bien sûr. Là, on rentre dans des choses qu'on n'est pas censé voir. Un joueur de 2m18 ne devrait pas pouvoir dribbler comme ça dans le trailer, dans la transition, et marquer à 3 points. Son coéquipier le voit, va lui faire la passe. Il y a du spacing côté Orlando. C'est Sabonis en défense qui va un pas, va mettre un pas. Bien sûr, danse avec moi. Le dribble dans le dos. Ça, c'est des trucs de petits, Georges. Normalement, un gars de 2m18 ne peut pas le faire. C'est du Harden, c'est le step back. Et on voit Victor Wembanyama faire la même chose. Et il peut même faire ça sur un pied. Le shoot à 3 points sur un pied. Alors là, par contre, il est en train d'inventer quelque chose de nouveau, là. De développer un nouveau mouvement. On continue. Action 4 pour notre ami Bol Bol. Alors, c'est le contre. On passe en défense. Les similitudes continuent, bien sûr, puisque Victor, en championnat de France, est le meilleur contreur du championnat. Bol Bol est si grand et si long aussi. On a parlé de son envergure. Là, c'est sur du 1 contre 1. Si Bol Bol, vous ne l'impactez pas physiquement, forcément, il pourra contrer. Si ça se passe là-haut, en général, t'es perdant. En général, t'es perdant. Est-ce qu'on remet, les gars, en régie, vous me dites ? Très bien. Action 4, encore un contre face à Evan Mobley, qui a un peu le même profil, un peu plus petit bien sûr, mais qui est très long. On s'arrête sur cette action 2 minutes. Il est un peu en retard à l'opposé, mais sa longueur lui permettra de bien défendre, de ne pas sauter, de rester intelligent. Et une fois que ça part, bon, là, il est tellement grand. Comme Rudy Gobert. Tout à fait. Il reste au sol le plus longtemps possible. Et Victor Wembanyama a appris ça déjà à 15-16 ans, quand il jouait dans les U16 avec l'équipe de France. On était surpris parce que généralement,
un jeune, il a que l'envie, c'est de sauter, et aller contrer tous les ballons. Et lui, on était surpris de le voir rester le plus longtemps possible au sol parce qu'il savait qu'il pouvait attendre. Et dès que le mec commence à shooter, là, il monte. Et là, vous évitez les fautes et vous faites plus de contre. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que lorsque son pivot saute, mange à une feinte, comme on dit, et prend sa faute là en remontant. Ça pour nous, les plus petits, ça rend fou tout le monde, absolument. Avant-dernière action de notre ami Bol pour continuer cette petite comparaison. Alors là, c'est un truc qu'on va voir Victor beaucoup, c'est l'idée d'être intelligent et de ne pas jouer pour lui. On voit Bol du coup, vous me dites, messieurs, si on peut y aller. Très bien. Je t'attends, Là, c'est la qualité de passe. Je pense que Victor est un meilleur passeur tout à fait. que Bol, mais là, on va voir encore, on parlait de lecture tout à l'heure dans le débat, là, on est sur de la lecture. Absolument. Il était tout seul, il aurait pu tirer. Mais non, c'est un joueur altruiste, ce bon vieux Bol. Regardons ça plus en détail. Une belle défense encore des Hornets sur cette action. Un tir grand ouvert pour notre ami Bol, qui peut le prendre, mais qui va poser ce petit dribble, toujours avec un dribble croisé. C'est l'un de ses signatures move. C'est Memphis, pardon, tout à fait. L'aide du défenseur et il va voir là, dans son corner, son coéquipier et il va lui faire cette petite passe. Encore une fois, un homme de 2,18 m capable de dribbler et de faire une bonne passe à un coéquipier. Erwan, ça, c'est pas commun. Non, mais le drive and kick comme ça d'un mec de 2,18 m, attrapé déjà, t'as envie de tirer. Tu vois comment on appelle ça, là, le défenseur arriver, hop, lecture, tu le joues et là-dessus, tu rajoutes une dernière fixation pour avoir ce grand tir ouvert à 3 points. C'est le basket moderne, on en a parlé, Georges. Ça, c'est des tirs. Ça, c'est tes tirs, Georges. Oui. C'est le fameux drive and kick. Voilà. Le B.A.B.A. du basket. C'est surtout ça. Tout à fait. C'est le close-out que je cherchais. Je cherchais le close-out. Dernière action, la 6e, pour être très complet sur cette palette, c'est les coast to coast. Puisque Bol est un joueur, alors je ne vais pas vous dire unique, mais en tout cas, ils ne sont pas beaucoup comme lui. 2,18 m, capable de prendre un rebond, partir en dribble dans le dos. Comme ça, il voit la défense toute relative des Mavs et de Luka Doncic et il va être assez bon pour aller finir. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. J'ai pas de souvenir dans les années 90, voire les années 2000, de grands de plus de 2,15 m de faire. Chaque le faisait, c'était. Il l'a déjà fait. C'était très Divac l'a déjà fait. Chris Webber était capable de le faire, mais ça arrivait une fois par mois et c'était des anomalies. Là, c'est des trucs qu'on voit tous les soirs. Et Antetokounmpo, il fait ça 10 fois par match. Oui, mais il fait 10 cm de moins que Victor, par exemple. C'est ça qui est dingue. Oui, mais la différence avec Victor, c'est que lui, il peut faire ça en dribblant à 2 cm du sol. C'est ça qui est incroyable quand il fait ses dribbles entre les jambes au ras du sol pour un joueur de sa taille. Ça montre la souplesse qu'il a dans les lombaires, la souplesse et la mobilité tout court de Victor. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de la planète, hein. Bon, en tout cas, vous pouvez suivre les aventures de Bol avec le Magic et regarder un petit peu comment il joue après cette palette pour vous projeter sur Victor. Mais c'était aussi le clin d'œil à tous les Américains qui disent mais en fait Victor, on verra s'il sera bon en NBA, mais il existe déjà un joueur comme Victor au sein de la NBA. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Victor cette saison avec Bologne. C'est très bien ce que fait Bol aussi, hein. 12,8 points par match, 7,5 points. C'est vrai qu'on imagine qu'il était barré par Jokic chez les Nuggets, mais en tout cas c'est bien de le découvrir aussi quand on regarde le match du Magic. C'est pas toujours rigolo de regarder le Magic cette année, même si je sais que c'est ta région, Georges. Mais tiens, tu vois, j'ai découvert. C'est bien Banquero là. Banquero. Tu sais que j'ai découvert que tu étais en high school à Winter Park. Oui. Mais tu sais qu'il y a un joueur NBA, fils de coach. Oui, bien sûr. Rivers. Voilà, tu vois que je dis ça. Et j'ai fait des horses avec ses frères, parce qu'il a plusieurs frères. Et ils ont été champions de l'État de Floride avec le fils de mon meilleur ami et Austin Rivers. OK. Nous, à mon année, il y a très longtemps, c'était finaliste de l'État, mais eux, ils ont gagné le titre de l'État de Floride. Pas mal. Austin Rivers en high school, c'était quelque chose. Fantastique joueur. Tout à droite, mais ça marchait. C'est quand Chuck Rivers coachait Orlando. Oui, bien sûr. Exactement. Voilà, on a fait le tour de cette palette très intéressante pour faire ce parallèle plutôt cool entre Victor Wembanyama et Bol. Et normalement, les deux devraient se rencontrer l'année prochaine. Ça sera l'occasion d'une nouvelle palette sur ce duel des mondes sur ce duel. Il faudra attendre une petite année. On a fait le tour, Georges, c'est un régal. On va se finir avec le quiz. D'accord, sur les quiz. J'espère être à la hauteur. Non, mais je pense que Tom l'a adapté, va aller nous chercher un joueur des années 62 qu'on n'a jamais entendu parler. Et tu vas t'imposer. Le quiz de Tom Serravino.
Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, mais avant de lancer le quiz, il y avait une bonne info qui est tombée. Je vous laisse l'annoncer. Ouais, on vient Je suis d'avoir un enceinte. push. N'importe quoi. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Tu l'as écrit, ça, là. Je l'ai fait. La bonne nouvelle qui vient juste de tomber, on enregistre l'après-midi, on est jeudi. Britney Griner a été libérée, a été échangée contre un Russe qui était détenu aux États-Unis. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que l'une des meilleures basketteuses de tous les temps est bien libérée de Russie. Bonne nouvelle. Super bonne nouvelle. Nous sommes soulagés pour elle parce qu'en plus, on l'avait envoyée dans un camp de travail où les conditions de vie étaient exécrables. Donc, ouf de soulagement. Les dernières nouvelles étaient quand même assez inquiétantes. Les photos qu'on voyait aussi étaient assez inquiétantes. C'est tout évidemment le monde du basket, mais même au sens large. Tout le monde est content de voir Britney Griner libre et qui va pouvoir retrouver les chemins du terrain. Et ça, c'est le plus important. Tout à fait. On va pouvoir jouer Tu au peux y quiz. aller maintenant, vas-y. Jouer au quiz, relâché. Allez, vas-y. Est-ce que tu es plutôt bon au quiz, Georges? Pas toujours. Pas toujours. Je suis allé sur des trucs que tu devrais connaître normalement. Une petite énumération, il y a qui suis-je? Ça Allez. va aller vite. On a beaucoup parlé de la NBA, mais tu as aussi commenté l'équipe de France. Là, j'ai devant moi les capitaines de l'équipe de France. Petite énumération sur tous les joueurs qui ont été capitaines. J'en ai 10 Tu devant moi. expliques les règles pour Georges. Énumération, tu vas commencer, tu vas donner un joueur qui a été capitaine de l'équipe de France de basket pendant une compétition. Erwan va enchaîner, puis Thomas, puis ça revient à toi. Et c'est jusqu'à ce que tout le monde se trompe. D'accord. Donc tu commences. Je commence. Boris Diaw. Boris Dio de 2006 à 2018. J'ai un doute d'entrée, quoi. Allez, oh non, t'es sérieux? Calme. Nicolas Batum. Oh. Nicolas Batum, c'est celui en titre. Evan Fournier. Evan Fournier. Les 3 derniers. Il a été 3 derniers. Laurent Ciara. Laurent Sierra en 2002. Ouf. Il l'est sur une On va année. dire Rigaudot. Antoine Rigaudot en 2005. Tony Parker. En Avant 2003. On a fait tout 2000 là, je crois. Hein. Non. Mais on remonte dans l'histoire. Ah oui, oui, aussi. oui, tu veux, je peux, Ouais. tu veux. Ah, Jean-Michel Sénégal. Oui. Oui. Attends, je sais pas s'il était capitaine. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. On a dit Rigaudot, Ciara, on a dit. Il en reste un en 2004 qui n'a pas été dit, si je peux vous aider. En 2004, c'est où ça? Et un qui a été aussi de 98 à 2001. Oh, 3 trucs de suite. Allez, Erwan. Allez, tente. Hein. Jacques Monclar, il a pas été capitaine? Jacques Monclar, je l'ai pas dans ma liste. Ah Il a peut-être été, mais... 98 à 2001. C'est pas Rigaudot, c'est pas Ciara. Et tu m'as dit Ah, 2004, moi, je hein suis bon. 2004. Et il y en a un en 2004. Georges, il est bon en plus, il a dit. Hein. Putain, 2004, c'est qui, oh 2004, un gars qui a notamment joué à l'Asvel. Je dirais Laurent Forest. Oui, c'est très Il bien. a été capitaine de Forest. J'ai eu un gros doute, mais... Il a été capitaine en Ça fait pas très 2004. longtemps. Pas très longtemps. compétition. Ah, il est assez timide comme Oui, ça. oui. Et moi, j'allais dire. On continue là? Oui, oui, bien sûr. André Buffier. Ouais, il est là. Erwan, Y a pas le- Attends, t'es pas éliminé, t'es éliminé. Laisse-nous finir. Ah, laisse-moi une chance. Non, bah non, je te fais éliminer. Attends, tu te trompes, je te trompe. Je te dis ce qui me reste dans ma liste. Oui. Il m'en reste un de 88 à 96. Il m'en reste un en 96 qui a aussi été donc de 98 à 2001. Tu vois, il a D'accord, été 4 fois. D'accord. Il m'en reste un en 97. Donc un mec qui aurait été blessé. 88 à 96. Ouais. Ouais, attends, c'est pas. C'est pas. Oh, si je dis ça et que je me trompe. C'est pas là C'est où pas- l'équipe de France était à Si, son si. meilleur Un mec niveau. qui a joué notamment Est-ce que- à Antibes, à Cholet, celui de 88 à 96, au Mans. Ah, je sais qui c'est. Ah, Attends. 193 sélections avec Ah l'équipe de ouais. France. à Antibes, au Mans, à Cholet. Ouais. C'est. Ah, si je dis Il ça, a un je me nom trompe. pas très Français. français. Eh oui, je sais qui c'est. Stéphane Ostrowski. Oui, bravo. Ostrowski, bravo. Allez Bravo. Il t'en pénètre. Ils vont pas ce que donner le prénom Alors- hein, pour y aller. Il en reste 2 à trouver. Robert Busnell. Ah, je l'ai pas dans mes... C'est vieux, Je ça. pense que Ça- c'était le premier. Oui, le Ah premier. ouais. Pourquoi il y avait une limitation dans le Non, temps? Non. C'est sur les grandes compétitions, Bah, on l'a dit. c'était un des premiers avant Buffier, je pense. Le père, t'as pas Robert Monclar, le père de Jacques, il n'a pas été capitaine? Non. Alors attends, il nous manque quelqu'un en 98-2001. C'est pas Jim Bilba? Jim Bilba, Ouais, bravo. J'hésitais avec Jim Bilba, moi. depuis Il tout à l'heure. vous en manque un dernier. Bonato, il a Je crois jamais été. qu'on l'a- Dans quelle année? Un mec en 97, grand joueur de Pau. En 90. Gadou? Non, pas Gadou. Gigi Gadou. Ah ouais, Thierry Gadou. Thierry Gadou. Il a été en Non, 80. Didier, plutôt Non, Thierry. Thierry, là, j'ai Thierry, Thierry. ok. Thierry J'ai Gadou Thierry était dans la capitaine. liste. Ouais. 99, Thierry était 97. à Sydney en 2000. Oui, Ouais, après, ouais. il est boubou du banc en Ouais, 2000. ouais, ouais. Oui, Mais oui, il y est oui. encore. Il y est encore. Ah, bah ouais. pas mal, très bon Ok, quiz. très bon Bravo. quiz, Ah, bravo. ouais. Bravo pour l'énumération. On passe au qui suis-je. Là, je vais faire une biographie. Il faut trouver le premier, quel est le joueur. Tout le monde joue en même temps. Mais c'est le premier que tu trouves. Le premier Oui, tous Voilà. les trois.
Allez, je suis né le 29 septembre 1966. J'ai donc aujourd'hui 56 ans et j'ai quitté les parquets NBA depuis 2001. Je suis né à Chicago, équipe où je jouerai une saison, mais que j'affronterai surtout en finale NBA. Mais. Dwayne Wade. Non, commençons par le commencement. C'est un peu plus... Il a arrêté en 2001, Georges. Oui, non, mais. Natif de Chicago. Bah oui. La fac est importante. Je fais ma fac du côté de Bradley. Oh. Cursus complet. Et lors de ma dernière saison, je tourne à 36 points de moyenne, presque 8 rebonds, 3 passes et quasi autant de steals. Bon joueur. Et pourtant, on ne parlait pas autant de moi que Victor Wembanyama. Mais bon, débat parallèle. je serai quand même très coté, puisque je me présenterai à la draft 1988, où je serai sélectionné top 10 par les Clippers. Mais je n'y jouerai jamais, puisque mes droits sont envoyés à Philadelphie. Je taffe directement en Pennsylvanie, au point même où je suis sélectionné dans la All Rookie First Team, avec mes 15 points de moyenne pour 3 passes. 88. Je resterai 5 saisons chez les Sixers. Oh. Et je serai même All-Star pour la seule fois de ma carrière. What? Lors de la saison 90-91 avec 22 points. Mais ne vous trompez Penny pas. Anderson. Non, ne vous trompez pas, je ne suis pas qu'un scoreur, je suis aussi un très bon défenseur. Aux côtés de Sir Charles, je joue 3 fois les playoffs avec Philly. Maurice- non. Non, attends, il y a des dire meneur de jeu? En 90, on tombe face aux Bulls. Dad Hurley? Non. Ah, je tente. Et j'ai Un mec pas avec- donné de poste Monsieur encore. Charles Barkley, c'est avec Philadelphie. Ouais, Ah avec oui. Philly. Mais grave, J'ai pas donné de j'ai entendu poste qu'il avait fait une finale, c'est pour ça. En 90, on tombe face aux Bulls de Jordan et ça ne sera pas la seule fois de ma carrière. Après 5 années à Philly, je suis tradé chez les Hornets. 2 saisons pleines, 2 fois 82 matchs, tous dans le 5 pour 14 points de moyenne. Mais si vous vous souvenez de moi, c'est sûrement chez les Supersonics. Kendall Gill. Non. Non, attends, RC Hawkins. RC Hawkins, j'arrive en 95-96. Bravo. Je jouerai les finales 96 commentées sur Canal+ à Eh l'époque. oui, RC Hawkins. Et on Numéro s'inclinera. 33, je suis On là. s'inclinera Sur qu'à qui, je pense 2. que je l'aurais jamais eu celui-ci. Ça m'est C'est vrai. jamais venu. RC Hawkins. oui. Bravo Erwan. Et voilà, 4 saisons à RC Seattle. Hawkins, Bravo bravo. Erwan qui conserve son titre. Voilà. Bravo Bon, Erwan. Ouais, ça fait 2 semaines de suite que tu 2 gagnes. semaines de suite. Oui, Georges. pourtant, on avait des informations. Ah ouais. Franchement. Moi, le problème des infos, c'est que j'avais pas le joueur. Donc, Georges, merci, tu nous as régalé. C'était un plaisir. C'était un- Justement, entre aficionados, on peut avoir des belles discussions. Et puis, donc, si on veut te retrouver, pour ceux qui sont sur le continent africain, c'est Canal Afrique, c'est ça? Oui, c'est Canal Plus Afrique, tout à fait. Et puis nous, non, qu'est-ce Basket qu'on- le Mag, du coup. Basket le Mag aussi, on peut te on retrouver. lira bien sûr l'interview. Sur l'excellent taf de Yann Casville. Et puis nous, on te retrouvera un petit peu autour des matchs. Tu vas voir un petit peu Victor? En fait, j'essaie de voir tous les matchs de Victoire. Depuis que je l'ai rencontré à l'âge de 15 ans, j'essaie de voir tous les matchs. Et je vous dis bravo aussi d'apporter une qualité de production supplémentaire sur les matchs de Victoire que vous allez commenter. Eh ben, c'est gentil. C'est D'ailleurs, gentil. rendez-vous le 23 pour le match entre les Mets et Cholet. Ça sera d'ailleurs une très belle affiche du championnat de France. Georges, on se recroisera bientôt sur les terrains ou autour. Et puis, Ou pour le NBA Game. Et NBA Game, et puis surtout- C'est sur Canal Plus en clair. et puis surtout maintenant, tu connais le chemin. Tu reviens quand tu veux ici. C'est gentil. Merci Georges, Merci, merci Georges. à la régie, merci à Tom, merci à Jérémy, merci à Chris Roche, merci à tout le monde, merci à Paul Harrer, qu'on vous retrouve demain pour son What's Up Polo. Tout à fait. Go Bulls. Et puis voilà, merci mon Toto. Go Une super Bulls. émission. Ciao, ciao l'équipe.